Bienvenue sur Le Crossman, le podcast français 100% MX. Ici, on parle après-course, tests, interviews, conseils, motolife, récap et bien plus encore. Venez écouter ce qu'il se passe devant et derrière la grille de départ. Case. Et salut à tous, bienvenue sur Le Crossman, le podcast français 100% MX. Nouvelle semaine, nouvel épisode, vous avez l'habitude. On est toujours chaud, on est bouillant. Épisode après course, résumé de la semaine cette fois-ci. On va parler SX de Détroit, on va parler Elite, championnat de France Elite. On va bien s'amuser, on va décortiquer tout ça, on va analyser, comme d'habitude, plein de choses à dire. Et quelle course! Vraiment, le SX de Détroit, on s'est régalé. L'Elite aussi, dans des conditions vraiment apocalyptiques, du moins pour le début de la journée. C'était vraiment intéressant. On a décortiqué tout ça et on va passer un bon moment, comme d'habitude. Vous avez l'habitude maintenant. Merci aux sponsors du podcast. Sponsors du podcast que sont Blasphème, la marque française créée par des crossmen pour des crossmen qui proposent des gants de motocross premium dont la particularité est de pouvoir personnaliser ces gants sur vos phalanges. Haute qualité de finition, confort, performance et durabilité, voilà ce que propose Blasphème dans des gants haut de gamme où la personnalisation est le maître mot. Pour en savoir plus, allez sur le site blasphème.co et sur les réseaux sociaux à Blasphème Racing. On est habitué aussi, merci au site Omoto, le site d'accessoires, de pièces et d'équipements MX, Enduro et Route qui propose un large choix de produits au meilleur prix toute l'année. Vous équiper, améliorer, entretenir et restaurer votre moto n'a jamais été aussi simple. Pour en savoir plus, allez sur le site ooh-moto au pluriel.com et sur les réseaux sociaux à Omoto. Merci à tous les auditeurs qui sont de plus en plus nombreux pour ce podcast. Merci à tous, n'hésitez pas à liker, à noter sur Apple Podcast, à partager et surtout parlez-en autour de vous. Comme je le rappelle à chaque fois, on ne sait pas où ça peut nous mener. On a déjà décroché des sponsors, un site internet est en cours, ça prend du temps, j'essaie de le faire tout seul, voilà, après le travail, entre des podcasts. Ça va sortir, il y aura plein de choses assez interactive, assez amusante à faire dessus. Ça va être un site complet où toute la communauté MX française peut se retrouver dessus, peut discuter, peut échanger. Il va peut-être y avoir même des petites annonces à mettre et tout, comme on peut avoir sur d'autres sites américains. Vous allez voir, ça va être super sympa. Je prépare ça et je vais essayer de faire les choses bien. Pour l'instant, on va parler du SX de Détroit en premier, avant d'arriver à l'élite. Et la semaine prochaine, on aura le droit, je pense, à un épisode après course sur le SX, mais aussi à un épisode Race Day avec un invité de marque qu'on a déjà eu sur le podcast et ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas eu. Donc ça va être assez intéressant. Comme d'habitude, je vais parler déjà des moments forts qu'on a pu voir sur le SX de Détroit avant d'analyser les finales. Donc Détroit dans le Ford Field Stadium où il faisait moins 1000 degrés comme d'habitude à cette époque de l'année par là-haut aux US. Les pits qui étaient vraiment très minimalistes. Vous avez vu les mécanos, ils travaillaient sur les motos dans les semi-remorques au lieu de les mettre à l'extérieur dans les tentes. Donc c'était vraiment assez spécial pour les fans. Ils n'ont pas pu voir grand-chose des pits. Par contre, le stade, donc grand, la terre bonne, terre on va dire standard, hein, ni trop meuble, ni trop béton. Et ouais, a eu lieu de belles courses dans ce stade Ford Field de Détroit. Les moments forts, déjà, dans la hit 1 en 2,5, c'est bien évidemment, et on est obligé d'en parler, Hayden Deegan et Jordan Smith. La bagarre en début de manche, bagarre agressive, bagarre trop agressive pour certains, et surtout pour les team managers de Star Racing. Vous avez vu donc Hayden Deegan qui prend un super départ, Jordan Smith qui le suit juste derrière, et Smith remonte sur Deegan, et là, Deegan, il va pas se laisser faire. Il va le doubler une première fois, il va le recouper, il va le recouper.
avant que Smith voilà, soit à l'extérieur de Deegan dans un virage à droite, se prend dans l'arrière de sa moto, et là, soit les deux tombaient, soit il y en avait un qui pouvait survivre. C'est Hayden Deegan qui a survécu. Jordan Smith commettra par la suite des erreurs. Donc est-ce que c'est un manque de lucidité? Est-ce que cette chute l'a complètement déstabilisé? C'est possible, hein. Jordan Smith, il nous a déjà habitués à de grosses chutes dans des moments très importants, comme par exemple en 2017, quand il était à deux doigts de gagner le championnat à Las Vegas, et qui se met un énorme pas à l'avant, si vous vous souvenez, dans la ligne droite, où ils arrivaient à 100 km/h, il se met un énorme pas à l'avant, et il rate le championnat de peu, peut-être le seul championnat qu'il aurait pu gagner de sa carrière. Et là, voilà, craqué. Soit il fallait laisser Hayden Deegan partir, soit s'il n'était pas tombé, s'envoler devant. Pareil, Deegan, est-ce qu'il avait besoin de forcer autant que sur une hit? On sait que Deegan, voilà, il est jeune, il est fougueux. C'est sûr que c'est complètement compréhensible de faire des gestes comme ça. Après, c'est son coéquipier quand même. Donc, il y a dû avoir une sacrée discussion dans le semi-Star Racing après la hit. Voilà. Jordan Smith qui s'est un peu décomposé, chute après, il se qualifie même pas dans les 9 places. Et après, à la LCQ, départ du coup tout à l'extérieur de Jordan Smith. Mauvais départ, il essaie de remonter et là, il cale. Sa moto, elle démarre pas. Ça, je sais pas pourquoi, des fois sur les motos d'usine, soit elles sont trop chaudes ou je sais pas, elles ont du mal à démarrer. Il finit enfin par démarrer, il avait tellement un niveau supérieur à tout le monde qu'il est passé de dernier à cinquième en un rien de temps. Vous avez vu la vitesse, la différence de vitesse qu'il y avait dans les whoops pendant cette LCQ 250, c'était vraiment impressionnant. Et, euh, et voilà, il a tout tenté dans le dernier tour, ça l'a pas fait. Euh, il a pas, il a pas fini dans les 4 places qualificatives, il ne participe donc même pas à cette finale de 150. Grosse perte de points pour Jordan Smith, qui pointe maintenant à la 6e place du classement avec 92 points. Par contre, c'est Hayden Deegan, hein, qui fait vraiment une belle opération, on verra après dans l'analyse des finales. Donc voilà ce moment fort qu'on pouvait déjà relever dans la Hit 1 250 de ce SX de Détroit. Première hit 450 aussi, Anderson en feu sur un terrain assez dur pendant cette hit, assez béton, qui correspond donc très bien à son style, lui qui s'entraîne beaucoup au Nouveau-Mexique chez lui en Californie. Et là, pour le coup, je me suis dit, ah, peut-être que ça va être la soirée d'Anderson. Il va quand même arriver à faire enfin quelque chose, lui qui l'année dernière comptait 7 victoires, là cette année il en a toujours pas une. Euh, voilà, il gagne la Hit One 450 avec vraiment un beau pilotage. Donc bravo à lui en 450 Hit 2. Plessinger qui double Roxen dans le dernier virage. Alors ça c'était un moment fort. Et ça montrait de belles choses aussi pour la suite. On verra évidemment pendant les finales, on parlera de Plessinger à nouveau. Donc voilà les faits marquants qu'on pouvait noter pour ces hits et ces LCQ du SX de T3. C'est quand vous voyez la différence de niveau qu'il y a entre les pros, disons, des teams usines comme Jordan Smith et les pilotes, entre guillemets, amateurs ou moins pros qui roulent pendant les LCQ, c'est vraiment impressionnant. Et c'est ça aussi qu'on aime dans ce sport, dans le supercross, dans le motocross. C'est vraiment voilà tout ce panel de pilotes qui peuvent aussi bien être complètement professionnels et gagner des millions, et ceux qui essayent de percer, se retrouver dans la même course. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, et ça mène à des courses aussi assez palpitantes. On va pouvoir maintenant décortiquer le main event de cette catégorie 250 euh, dans, dans ce podcast, comme d'habitude. Déjà, dit au départ, très bon départ de Hayden Deegan et de Hunter Lawrence, vous avez vu. Deegan qui a voulu pousser Hunter Lawrence, c'est passé juste, mais Hunter réussit à passer devant, très beau geste technique, et là, confiance vraiment absolue d'Hunter Lawrence sur sa Honda, gros pilotage,
Et grosse chute également au départ. Et pour Max Ensti, qui partira très très loin et qui, à cause de cette chute aussi, euh, voilà, a eu un problème mécanique. On suppose un problème mécanique. Après, il a fait 2 tours de circuit avant de s'arrêter et de ne pas arriver à finir cette finale. Donc vraiment mauvaise opération pour Max Ensti qui nous avait habitués au podium des épreuves précédentes et qui là termine à la 22e position. Donc c'est vrai que c'est très dommage pour le pilote britannique. Il perd beaucoup de points au championnat. Il pointe maintenant à la 5e place. Donc la 4e place de Jeremy Martin et la 3e de Hayden Egan sont pas loin devant. Il n'y a que 7 points d'écart. Mais voilà, mauvaise opération. On sait que lui, il était en forme. Et c'est vrai que là, voilà, mauvais départ, une chute, ça arrive. Comme quoi les premiers mètres de la sortie de grille sont très très importants, du moins à ce niveau-là. Nate Thrasher. Nate Thrasher aussi, ce que j'ai pu analyser dans cette finale 250, c'est que il commet des erreurs. Il a un pilotage très loose sur la moto et, euh, et on a l'impression qu'il roule sans marge. Quand on en a déjà parlé déjà avec les invités du podcast, mais c'est vrai que quand quand vous roulez à 110% toute la manche, forcément vous allez faire des erreurs. En fait, le but de l'entraînement, c'est d'augmenter son 100% pour que au final, son 90% soit plus rapide que le 110% des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on voit vraiment que Nate Thrasher, il roule à 110% tout le temps pour essayer d'aller de suivre Hunter Lawrence. Ça peine à des erreurs et ça peut mener à des chutes. Il n'est pas tombé lors de cette finale, hein. Il a plutôt bien roulé pour finir à la 2e position derrière Lawrence. Mais voilà, pas de marge. Il va falloir quand même corriger ça. On ne sait jamais, parce qu'au final, pour gagner les championnats, c'est sûr que si on garde une marge comme Jet Lawrence dans son pilotage, on voit que ça paye à moins catastrophe, pas de mécanique ou un retardateur devant. Ça marche toujours très bien. Digan qui remonte sur Jérémy Martin au cours de cette finale pour le doubler vers la mi-manche, un petit peu après la mi-manche. Il le double dans la ligne alternative qu'il y avait après le départ. Donc c'est vrai que cette ligne alternative qu'ils avaient déjà pratiquée au chrono, mais qui avait un peu été laissée à l'abandon, pardon, deviendra après la ligne principale. Et c'est vrai que cette ligne alternative juste après le départ, elle, voilà, où il sautait par-dessus une grande section de plat. Euh, Au final, ça s'avérait être plus rapide parce qu'ils finissaient sur un 3 au lieu de finir sur un 2. Ils arrivaient donc plus vite dans le virage, pouvaient freiner plus fort et donc perdre moins de temps. Digan qui double Jeremy Martin avec agressivité quand même, hein, qui le touche à peine, mais qui lui montre que voilà, il est là. Si il devait le doubler, ça devait être là. Il a réussi. Donc bravo à Aiden Digan pour terminer à cette 3e place. On verra que Sexton aussi après en finale a utilisé cette ligne d'enchaînement alternative pour effectuer un dépassement. Vial, départ moyen, c'est vrai qu'il nous a habitués en MXGP à faire de très bons départs. Ici, départ moyen, et il souffre encore dans les whoops, hein. On voit qu'il perd encore beaucoup de temps dans les whoops. On sait que le Supercross c'est très nouveau pour lui. Ça se travaille, et va falloir quand même donner tout ce qu'il a, bouffer des whoops, parce qu'on voit que sur le reste du circuit, il est plutôt bien, notre Français. Donc ça serait plutôt de bon augure s'il pouvait encore continuer son entraînement. Lui qui s'entraîne à la Baker's Factory, parce qu'il est chez KTM, il n'a pas le choix. Et il faut bouffer, hein. Demi-tour, whoops, demi-tour, whoops, demi-tour, whoops. Faire que ça. Et puis voilà, il pourrait demander éventuellement des conseils. On sait qu'il y a des anciens pilotes français qui étaient très très bons dans les whoops. Mais voilà, il va fouiller les whoops comme on en a parlé sur les podcasts précédents. Il faut se lancer, il faut arriver avec de la confiance. Ça va venir pour notre pilote français.
qui réalise quand même une belle manche avec une 6e position finale derrière Chris Blows. Il était à 2 doigts de doubler le vétéran Chris Zombie Blows à la fin. Et qui maintenant, donc le français, pointe à la 8e position du classement. Juste derrière Blows et pas loin de Smith. Donc un peu de constance et ça va le faire. La semaine prochaine, je vous rappelle qu'on retourne à l'ouest avec nos compatriotes McAdoo, Jet Lawrence et toute la clique pour le SX de Seattle. Pareil, ce que j'ai oublié de dire à propos de Tom Vial, j'en excuse. À 30 secondes du leader, hein, quand même. 30 secondes du leader pour Tom Vial en fin de manche. Ça fait quasiment une seconde par tour, hein, même plus. Hein. Ils ont fait entre 20, ils ont fait 20 tours. Les pilotes de ennemi, ça fait quand même beaucoup de temps perdu en un tour. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est le gap qui est très important entre la 4e et la 5e place sur cette épreuve. Donc c'est vrai que entre Jeremy Martin et Chris Blows, il y avait un gros gap et ça note aussi euh, un classement et un niveau de cette côte Est 250 qui est en train un peu de devenir de plus en plus hétérogène. C'est vrai qu'on a un groupe qui roule très très fort très souvent et un deuxième groupe derrière qui commence à se séparer aussi bien au niveau classement, au niveau vitesse. Donc c'est vrai que je mettrais Lawrence, Strasher, Digan, Martin, euh, Smith dans le même paquet, avec Ensti aussi. Juste derrière Blows, Vial. Et encore après, derrière, on aurait encore les Cody Shock, Henry Miller, Jace Owen, toute la clique. Donc c'est vrai que ça fait 5-6 pilotes de tête, 2 derrière, et puis après, voilà, le niveau, les classes qui sont en train de s'affirmer. C'est assez intéressant de voir au fur et à mesure de ce championnat comment ça se danse, parce que les premières épreuves, on a quand même du mal à voir tout ça. Comme je disais, la côte Est à 4 semaines de break. La semaine prochaine, on rattaque la côte ouest et ça va faire du bien de changer un peu de pilote de pilote 250. Merci. On arrive à la moitié du podcast. Merci évidemment encore aux sponsors que sont Blasphème, la marque française créée par des crossmen pour des crossmen. Allez sur le site blasphème.co et sur les réseaux sociaux à Blasphème Racing, vous allez pouvoir personnaliser les gants sur vos phalanges. C'est des gants minimalistes au niveau de la paume qui ont quand même un renforcement juste sous les phalanges pour éviter les ampoules. Je les mets aux entraînements aux courses, c'est vraiment top qualité. Et merci également aux sponsors du podcast Moto qui propose vraiment une large gamme de produits. C'est les moins chers du marché en France sur beaucoup de produits. N'hésitez pas à aller voir leur site oh-moto au pluriel.com. On va pouvoir attaquer l'analyse de cette finale 450 et quelle finale 450 avec déjà à noter notamment Adam Cianciarulo qui effectue 2 bons départs consécutifs avec la semaine dernière qui part encore en tête cette semaine. Grosse forme du pilote Kawasaki qui a été absent pendant 2-3 semaines suite à de grosses douleurs au poignet. Plessinger qui fait vraiment un beau dépassement sur Adam Cianciarulo sur ce départ de course dans les whoops. Grosse vitesse de Plessinger. Et là, on avait vu qu'il était déjà en forme pendant la hit. Mais alors, la course d'Aaron Plessinger, qui pouvait s'en douter, je pense, vraiment peu de monde peut-être à part lui-même et sa femme, et encore, et son team, mais vraiment dans grosse vitesse, impressionnant, je me suis dit, bon, il s'envole, il passe devant, et après il va se faire remonter par la clique Sexton Thomas Webb. Et ben non, il a réussi à tenir le cap et à même s'envoler. On a vu qu'il avait au plus grand de sa marge, il avait 6,8 secondes d'avance sur ses poursuivants. J'ai jamais vu Plessinger rouler comme ça, du moins depuis
depuis qu'il est chez les gros bras en 4,5. C'est vrai qu'en 2,5, il avait gagné un championnat SX. On s'en souvient sur la IAM Star Racing, il roulait super bien. Et là en 4,5, donc il est passé sur la IAM. Là maintenant il est sur KTM, c'est sa deuxième année sur KTM. Euh, Vraiment grosse forme. Et en plus il tenait le coup jusqu'à la fin. On en parlera juste après. Mes débuts de manche de folie pour Aaron Plessinger, le cowboy du Texas, qui vient pas du tout du Texas, mais, mais c'est pas grave, il se la joue comme ça. Grosse perf. Tomac et Barcia qui remontent fort derrière, quand même, à noter. Barcia toujours en grosse forme après la belle performance de la semaine dernière. Barcia qui terminera à la 4e place de cette finale. Webb qui repasse Tomac et Barcia qui en profite. Donc Cooper Webb, grosse bagarre d'ailleurs dans ce peloton de tête, à part Aaron Plessinger qui était vraiment loin devant. Et Webb qui s'affirme euh, comme l'homme fort de ce championnat, avec Sexton aussi de temps en temps. Et Tomac, lui, qui est un petit coup dur pour Eli Tomac en ce moment, qui finit 3e de cette épreuve. Il était un peu en dessous quand même du niveau de Plessinger, de Webb, de Sexton. Donc à voir sur les prochaines épreuves comment ça va se passer. Mais, mais voilà, pour moi, l'homme fort du moment, c'est quand même Cooper Webb. Je ne sais pas si vous avez vu ses résultats moyens, mais là, ça commence à être un truc de folie. C'est 2, 3, 1, 3, 4, 2, 3. Il a une constance, ce Cooper Webb, un mental, comme on l'a déjà dit, de folie. Et ça peut le faire pour gagner un championnat. Il est de plus en plus menaçant. Et à mon avis, il va faire très mal sur sa KTM à rogner les petits intérieurs, à pas monter haut dans les virages. On a vu que même sur un terrain assez dur de texture comme cette semaine, ça l'a fait pour lui. Tomac, moins en forme, qui termine 3e comme j'ai dit, Barcia 4e, et Sexton qui remonte, et Sexton qui a pas démérité parce qu'il est parti derrière Plessinger, Webb, Tomac, et qui les a doublés au fur et à mesure, sans tomber. Dieu merci chez Sexton, enfin sans tomber. Et voilà, qui est juste opportuniste. Il profite de la chute d'Aaron Plessinger pour gagner. Il est opportuniste et ça lui fait une 2e victoire dans ce championnat consécutive. Par contre, le problème pour Chase Sexton, c'est qu'il gagne, mais il prend les points de la 4e position. Voilà, après analyse, Lama pardon, a décidé de le pénaliser de 7 points pour avoir sauté sur un drapeau blanc à Croix-Rouge. Et ça pardonne pas. Cooper Webb a même dit en conférence de presse que tout le monde a enroulé sauf lui et que c'est là qu'il a gagné un sacré avantage. Donc il l'a enfoncé en conférence de presse. Et donc au final, Cooper Webb qui prend le plus de points sur cette épreuve avec 23 points. Et voilà, Chase Sexton qui prend que 19 points. Donc comme Justin Barcia, il prend les mêmes points que Justin Barcia. Sa victoire ne lui est pas enlevée. Par contre, c'est vrai qu'au championnat, du coup, il perd des points sur Webb et sur Tomac. Cooper Webb qui est toujours devant avec 3 points d'avance sur Eli Tomac au championnat. Et Chase Sexton qui pointe à 16 points, c'est ça, de Cooper Webb. Donc, il va falloir remonter des points encore plus pour Chase Sexton. C'est pas gagné. Et à noter également la 5e place de Ken Roczen, le vainqueur de la semaine dernière d'Indianapolis, a bien roulé aussi. Il a remonté quelques places. Il a montré qu'il était encore là. J'aurais peut-être pensé mieux de sa part. C'est vrai qu'après une victoire, voilà, on pourrait penser qu'il performe encore plus. 5e place, c'est pas mal. Et surtout, qu'il profite encore de la mauvaise course de Jason Anderson pour lui prendre la 4e place au championnat.
Ça, c'est voilà, une belle performance de Ken Roczen sur le coup. Et par contre, voilà, grosse désillusion pour Jason Anderson qui termine à la 9e place de cette finale derrière son coéquipier Adam Cianciarulo. Je sais pas ce qui se passe avec Jason Anderson. Il avait gagné sa hit. Je pensais qu'il allait vraiment bien faire. Il chute vraiment bêtement et il termine 9e. Donc vraiment une saison, pour l'instant, un début de saison à oublier pour Jason Anderson. Celle-là, c'est la 9e ou la 10e épreuve, hein, celle-là. Donc, va falloir commencer à enquiller des victoires et voir des erreurs de ses adversaires pour pouvoir enfin remonter. À noter aussi la belle 6e place de Christian Craig lors de cette finale, 7e Justin Hill, 8e Cianciarulo et 10e Josh Hill, mais la grosse désillusion. Et moi j'étais triste pour lui, c'est vrai que c'était Aaron Plessinger. Aaron Plessinger qui, comme j'avais dit, fait un très bon départ, il double Cianciarulo dans les whoops au début, il s'envole 6,8 secondes, il gère la tête, on voit que ça descend à 5 secondes, ça descend à 4 secondes, ça descend à 3 secondes, Chase Sexton on commence à remonter, et là je me suis dit, bon, allez, il reste plus qu'un tour, ça va le faire, et ça l'a pas fait, c'est pas possible. J'ai crié devant mon ordi, j'étais là, mais non, mais le mec il rate la première finale, première victoire de finale 4,5 de sa carrière, sur un on-off, enfin, il s'est jamais mis debout de la finale, il dira après dans l'interview. Et là, il se met debout, son repose-pied accroche la terre, ça lui arrache le pied, ça le désarçonne de la moto, il perd la visière, tout, sa moto qui commence à fumer. Il a même pas terminé, terminé la finale de dégoût, quoi. C'est vraiment... le pauvre... voilà, avec les tours qu'il avait mis au retardataire, il termine quand même 13e de cette finale. Mais alors le pauvre, ça doit faire tellement mal. Surtout que là, c'est pas la petite course de ligue, quoi. Déjà qu'en course de ligue, ça fait mal. Mais là, la première victoire 450 de sa carrière, à un demi-tour de la gagner. Donc voilà, est-ce que c'était un manque de lucidité? Est-ce que c'était juste un manque de chance? Enfin, vraiment triste. Ça doit être dur. Ça doit être dur pour Aaron Plessinger, le pilote KTM. Ça doit être dur. Est-ce qu'il va rebondir? J'espère. Il la mérite cette victoire. Mais en tout cas, il a fait vraiment une grosse impression sur cette course. Et d'ailleurs, le public qui l'applaudissait encore plus que le vainqueur, c'était vraiment n'importe quoi, même dans la défaite. Et c'est ça aussi ce qui fait la beauté du sport, c'est tout peut se passer jusqu'à la fin. Tant que le drapeau à damier n'est pas devant vous, vous savez jamais ce qui va se passer. Et voilà, c'est ça la beauté du Supercross. Et c'est pour ça qu'on fait ces podcasts. C'est toujours un plaisir. Voilà pour cette analyse du SX de Détroit. On se retrouve la semaine prochaine pour le SX au niveau du côté de Seattle, donc dans le nord-ouest américain, pour ceux qui connaissent. Et voilà, ça va être encore de belles courses. On assiste vraiment en ce moment à de très belles finales. J'espère que ça va continuer. C'est vraiment du beau sport. On va terminer ce podcast euh, par parler élite. Élite du côté de Castelnau-de-Lévis pour ce résumé de la semaine. Euh, donc, ou dans le sud de la France, hein, Castelnau-de-Lévis. Enfin, dans le sud, plutôt dans le sud de la France. Terrain vraiment très beau avec du dénivelé où a eu lieu la deuxième épreuve du championnat de France élite et dans des conditions plutôt difficiles surtout pour les premières manches. Donc c'est vrai qu'il avait beaucoup plu. Là-bas, la terre qui est argileuse. Peut-être que vous avez pu voir dans les résumés de course, mais alors la première manche MX2, la première manche MX1, c'était vraiment quelque chose. Euh, Boueux, avec de la terre qui colle à la moto et des ornières qui se creusent, des ornières, mais du coup, quand même, c'était pas de la boue molle, les ornières étaient profondes, c'était vraiment très difficile de négocier tout ça. Et en MX2, Pierre Goupillon qui réalise le all shot en première manche, grosse performance de Pierre Goupillon
qui, euh, qui gagne avec de l'avance sur, sur Bogdan Krajewski, pardon, si j'écorche son nom et son prénom, le pilote KTM. Très belle première manche aussi de Quentin Prunière qui termine à la 3e position et Emile Weckmann 4e. Vraiment, donc première manche très compliquée et là il fallait rester sur ses roues. On a vu que c'est vraiment capital de rester sur ses roues dans un pilotage, du moins dans la boue comme ça. Et voilà, les pilotes qui ont fait preuve d'adresse pour cette première manche de Castelnau-de-Lévis. On a aussi les collègues du podcast du Crossman, Hugo Manzato, qui fait une belle 9e place pour cette première manche. Et Enzo Polias aussi qui marque 7 points sur cette première manche. Les deux copains du podcast. Grosse manche dans la boue pour cette épreuve de Castelnau-de-Lévis. Ça s'est mieux passé lors de la 2e manche, un peu plus de soleil, et c'est donc Quentin Prunière qui réalise un super départ pour s'imposer dans cette 2e manche MX2 devant Pierre Goupillon qui gagne lui l'overall avec une première place et une seconde place à la 2e manche avec 47 points. Quentin Prunière qui fait 2 à l'overall et Bogdan Krajewski qui termine à la 3e place de cette seconde manche pour prendre la 3e place overall. On a noté aussi Florian Millot qui termine à la 6e place overall de cette épreuve sur une 2,5 YZ, donc une 2,5 2 temps. Donc c'est assez marrant de voir que voilà, pour ce championnat de France élite, ils ont le droit de piloter une 2,5 2 temps contre des 2,5 4 temps. Donc on sait qu'il y a plus de chevaux, mais il y a moins de couples. Voilà, ça serait intéressant de parler de cette particularité-là, un de ces quatre. Et puis voilà, sinon, on a Lucas Humbert hein, qui réalise, lui l'habitué du DSX, qui réalise pas une bonne opération parce qu'il termine à la 25e place overall de cette 2e épreuve de Castelnau-de-Lévis. 12e place d'Enzo Polias à l'overall et 9e place de Hugo Manzato. Pour les 4,5, c'est Stéphane Rubini qui réalise le all shot et une super première manche, le pilote du MC Volksvilleneuve, pardon. Première manche et première victoire en élite MX1 pour lui qui était habitué de la catégorie MX2, on s'en souvient il y a quelques années, sur le mondial. Et c'est surtout grosse performance du Savoyard Jimmy Clochet du MC La Voulte en première manche qui termine 2e. Vraiment grosse performance. Et Greg Aranda aussi moins en forme dans cette première manche. Et surtout, ce qu'il y a à noter, c'est quand même Xavier Bog, qui est toujours là. Hein. On sait qu'il avait pris sa retraite. Il reroule cette année le pilote du team GSM Daffy Michelin Yamaha et qui termine plutôt bien placé à la 3e place de cette première manche, par exemple. 2e manche, comme je l'ai dit, plus facile, au soleil, avec toujours autant d'ornières. Et c'est Greg Aranda qui, voilà, sur un terrain quand même défoncé par la pluie, mais sec, qui s'impose lors de cette 2e manche, comme il l'avait fait d'ailleurs à la première épreuve de la Capelle Marival, où il avait montré vraiment une grosse vitesse pour finir à la 2e place derrière Jeffrey Herlings. Là, il s'impose sur cette 2e manche pour prendre la 2e place overall derrière Stéphane Rubini. Et à la 3e place, on a Valentin Guillot sur sa Honda qui termine 4e de la première et 3e de la 2e manche pour 38 points et une 3e place overall. Et le Savoyard Jimmy Clochet 4e qui loupe le podium d'une place. Top 5 complété par Mathis Bouramé sur sa Husqvarna. Donc toujours de très belles courses. Je vous invite à regarder le résumé des manches sur YouTube. Toujours de très belles courses pour ce championnat de France élite. C'est vrai que j'aimerais bien y assister en vrai pour pouvoir
voilà, échanger avec des pilotes, voir comment ça se passe, une vraie course élite. J'en ai jamais vu en vrai et vraiment ça donne vraiment envie. Et à noter aussi que Tony Seignobos termine à la 18e place overall, l'acteur, un des très très gros acteurs de la scène Rhône-Alpes, de la Ligue Rhône-Alpes, qui termine à la 18e place, et aussi notre collègue Jocelyn Pécou, qui a fait une apparence sur cette élite et qui termine à la 20e place overall de la journée. Il marque des points, Jocelyn. Très très belle performance. Faudrait qu'on l'appelle un de ces quatre pour voir comment ça se passe, pour qu'il nous raconte un peu ces courses élites de l'intérieur. Ça serait très très intéressant. C'en est fini pour ce podcast. On arrive à la fin, comme d'habitude. Si vous avez aimé, montrez-le, likez, partagez, parlez-en autour de vous. Allez checker les sites des sponsors Blasphème et Omoto. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode Race Day et un épisode certainement après course. Merci à tous de m'avoir encore écouté. Merci à tous les auditeurs qui sont de plus en plus nombreux. À bientôt. Ciao ciao.